Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. C'est une affaire judiciaire qui dure depuis plus de 10 ans. 10 ans d'enquête, de procédures, d'attentes et surtout 10 ans de vie bouleversée pour plus de 70 femmes. À l'automne 2015, un gynécologue très connu à Arras, Bernard Henrique, est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Depuis, les plaintes continuent d'affluer, les expertises se succèdent, les confrontations aussi. Le spécialiste a même été radié de l'ordre des médecins, mais le procès, lui, se fait toujours attendre. Une affaire suivie depuis plusieurs années par notre rédaction d'Arras et sur laquelle on revient aujourd'hui grâce à une grande enquête de notre journaliste Samuel Cogé. Pendant plusieurs semaines, il est allé à la rencontre des principaux concernés dans ce dossier, les avocats et procureurs, mais surtout les plaignantes, dont la parole a aussi été captée en vidéo par Raphaël Remande. Une parole rare, intime et parfois insoutenable, qui font de cette affaire un dossier hors norme. Dans cet épisode, on va évidemment revenir sur le fond de l'enquête, ce qui est reproché aux médecins, pourquoi la justice prend autant de temps, ce que disent les femmes, la défense et le ministère public, mais on va aussi parler de l'envers du décor. Comment travaille-t-on pendant 10 ans sur une affaire pareille ? Comment encaisse-t-on ces témoignages ? On en parle avec vous, Samuel et Raphaël. Bonjour à tous les deux. Bonjour Élodie. Bonjour Élodie. Je précise que nous allons aborder dans cet épisode des faits de violence sexuelle et que cela peut être dur à entendre, alors ne vous lancez pas si vous pensez que ce sera trop difficile pour vous. J'étais suivie par le docteur Henrique depuis déjà pas mal d'années. À savoir que j'ai eu 2 enfants par fécondation in vitro. Il m'a proposé de faire la rééducation du périnée avec lui. Et le jour dit, ça a complètement dérapé. Je sentais des choses. Encore aujourd'hui, je peux pas vous dire vraiment ce qu'il faisait parce que je voyais pas. Je me souviens qu'en sortant du cabinet, je savais plus où j'avais garé ma voiture. Je me sentais pas bien du tout et j'ai pas osé en parler tout de suite. Il m'a fallu du temps. J'en avais parlé à une amie qui est sage-femme qui m'avait dit non, c'est pas normal. C'est pas normal parce que la consultation, c'est pas ça. Alors pour commencer, Samuel, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette affaire démarre en 2015 ? Alors l'affaire Bernard Henrique démarre à l'automne 2015 par un renseignement judiciaire qui nous parvient à la rédaction de La Voix du Nord d'Arras, qui fait état de la mise en examen qui suit en fait la garde à vue d'un gynécologue endocrinologue à Arras, donc Bernard Henrique, qui est mis en cause pour viol et agression sexuelle. Au départ, on a quelques plaintes et donc on s'appuie sur ces éléments d'enquête pour raconter cette histoire. Et très rapidement, en particulier sur les réseaux sociaux, ça s'est très vite polarisé. On a eu un nombre de commentaires qu'on avait assez rarement vus. Il y avait les pros, les anti-Henrique, les gens qui étaient concernés, qui disaient « mais vous ne connaissez pas cette affaire, laissez la justice faire son travail ». D'autres au contraire qui disaient « mais moi ça fait des années que je n'ai jamais été victime de quoi que ce soit ». Et donc le débat était vraiment assez violent, très virulent sur les réseaux sociaux. Et voilà comment cette affaire a démarré, avec cette mise en examen et la naissance de ce dossier. À l'époque, cette information fait l'effet d'une bombe à Arras et dans la région. Est-ce que tu peux nous raconter le contexte à ce moment-là dans le secteur ? On est dans un contexte médical, évidemment, qui s'adosse à une pénurie de spécialistes aussi dans ce registre dans lequel il exerce en particulier, notamment l'endocrinologie. Bernard Henrique, il est considéré à l'époque vraiment comme Dieu sur terre, c'est ce que diront même certaines plaignantes. Et il est très respecté à Arras et sa spécialité est particulièrement recherchée. Justement, le statut de médecin est central en fait pour comprendre ce qui s'est passé, cette espèce de lien de confiance qui se tisse entre un médecin et une patiente, d'autant plus quand les femmes mettent comme ça, entre guillemets, à disposition leur corps, en fait. Et c'est ce lien de confiance qui irrigue d'ailleurs le discours de toutes ces femmes que nous avons rencontrées. C'est que quand on va chez le gynécologue ou quand on va chez un praticien quel qu'il soit, on place notre corps entre ses mains, on lui fait confiance. Et ce rapport de confiance, il est fondamental en fait. Et donc évidemment, ces femmes, quand elles allaient consulter, à aucun moment, elles ne se disent qu'elles vont être abusées par leur gynécologue. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des plaintes ont été déposées très tardivement, c'est que certaines n'avaient même pas conscience en fait
d'avoir été victimes d'abus sexuels. Certaines ont découvert ça en cours de procédure. Certaines n'ont absolument aucune conscience en fait que ces examens sont anormaux, puisque pour certaines, c'est le seul gynécologue qu'elles ont rencontré de leur vie. Donc, partant de ce principe-là, c'est difficile de réaliser dans quelle mesure on a été abusé. Et je vais juste raconter par exemple l'histoire d'une femme qui nous a expliqué qu'elle avait eu un déclic quelque part le jour où elle a été voir un autre gynécologue, puisqu'elle nous dit là l'examen a duré quelques minutes. Et pour elle, c'était tout à fait anormal, parce que pour rentrer concrètement dans les faits, certaines consultations du docteur Henrique duraient 45 minutes. Il expliquait aux femmes qu'il tentait de remettre en place leur utérus. Et c'est vrai que les femmes expliquent que c'était leur médecin de famille, qu'elles allaient voir depuis l'adolescence. Et c'est ça qui est très très difficile et qui pose aussi la question du contrôle aussi de ces spécialités, de tout ce qui se passe dans ces cabinets. Et puis, la difficulté, c'est aussi la position physique dans laquelle les femmes se trouvaient au moment de l'examen qui empêchait, selon elles, de réagir. En fait, toutes les femmes que nous avons rencontrées expliquent que le fauteuil de gynécologie était basculé en arrière à tel point qu'en fait, elles ne voyaient pas ce qui se passait. Elles nous expliquent qu'elles passaient de longues minutes à regarder le plafond. Et donc, c'est ça aussi qui est très, très dur pour ces femmes, c'est que elles ont senti des choses, mais elles ne savent pas exactement ce qui s'est passé. On écoute certains témoignages des femmes que vous avez rencontrées. Il a bougé le fauteuil et il a incliné très bas, c'était la première fois. Donc la main à l'intérieur, l'autre main au-dessus, parfois le pouce qui passait sur le clitoris. Et au bout d'un certain temps, je sens un souffle de nez arriver et j'ai eu le droit à un passage de langue. Voilà. J'ai été saisie, donc je suis complètement bloquée, j'ai les jambes en l'air, la tête en bas, je bouge pas, je suis tétanisée. À l'heure actuelle, on se dit toujours, mais pourquoi t'as pas réagi? Pourquoi t'as pas fermé les jambes? Pourquoi tu t'es pas levé? Rien, même pas un mot, rien. Il dit rien du tout. Il était vraiment exceptionnel, très très gentil, donc c'est quelqu'un qui donnait confiance, il était bienveillant, très doux. C'est quand même un médecin que je connaissais depuis l'âge de mes 16 ans à peu près, en qui j'avais entièrement confiance. C'était pas possible pour moi que ce médecin puisse avoir des gestes inappropriés, déplacés. Au niveau du cerveau, je pense que j'arrivais pas à intégrer que ça soit possible. Les plaintes sont arrivées par vagues, parfois des années après. Au total, on parle aujourd'hui de plus de 70 plaignantes. C'est énorme. Oui, c'est un chiffre qui est très impressionnant et qui peut expliquer aussi la durée de l'information judiciaire. Au départ, on a une quinzaine de plaintes qui sont déposées. Et puis, progressivement, en fait, on apprend au gré de nos recherches sur le dossier, mais ça, c'est sur des années, en fait, qu'on s'en rend compte. On passe d'une quinzaine de plaintes à une trentaine, et puis après, 40, 50. Et là, j'en étais resté à 60. Et quand j'ai rencontré le procureur de la République de Béthune il y a quelques semaines, il m'a indiqué qu'on était à plus de 70 plaignantes, ce que m'avait dit d'ailleurs un avocat de partie civile, et avec des plaintes qui continuent même d'affluer récemment. On a eu une plainte qui a été enregistrée au mois de novembre, et le procureur de la République nous l'a confirmé, que ça s'adossait aussi à un mouvement de fond, le mouvement MeToo aussi, sur la libération de la parole, et que certaines femmes, au fil des années, à l'issue d'un travail psychologique, parfois plus ou moins long, finissaient par prendre conscience des choses et se dire « mais j'ai besoin de porter plainte et que cette affaire aille au bout d'un point de vue judiciaire pour avancer et me reconstruire ». Et justement, quelles sont les femmes qui se sont dirigées vers une gendarmerie ou un commissariat pour porter plainte contre Bernard Henrique et qu'est-ce qu'elles racontent? Eh bien, les plaignantes, ce sont des madame tout le monde. Il n'y a pas de distinction de catégorie sociale. Et les fonctions professionnelles, ça va de l'inspectrice de l'URSSAF à l'assistante de direction, en passant par la fonctionnaire de police même, ce qui paraît complètement dingue, mais c'est la réalité. On a une retraitée aussi qui est devenue maire d'une commune. Voilà, c'est toutes les catégories socio-professionnelles qui sont représentées. C'est madame tout le monde. Elles racontent toutes la même chose? Il avait un même mode opératoire? Oui, le mode opératoire est globalement partagé par ces plaignantes. Ce qui sous-tend en fait la plupart des abus en fait qui sont reprochés au docteur Henrique, c'est de la rééducation du périnée. On a des femmes qui ont a priori l'utérus rétroversé, ce que contesteront d'ailleurs finalement les médecins qui ont vu par ailleurs les plaignantes par la suite. Mais en tout cas, il s'appuie notamment là-dessus pour pouvoir insérer ses doigts dans le vagin de ces femmes. Il caresse également le clitoris. Il
ne prend pas du tout de précaution non plus pour ce qui est du moment où ces femmes se déshabillent en fait. Normalement, elles sont censées se déshabiller derrière des paravents ou en tout cas à l'abri de son regard. Et en fait, lui se poste devant et il n'en rate pas une miette. Enfin, c'est ce que nous ont dit nous, les plaignantes. Voilà l'essentiel en fait de son mode opératoire pour pouvoir abuser sexuellement de ces femmes. Les propos qu'on a entendus sont très difficiles, voire parfois même insoutenables. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, justement, une femme accepte de parler à la presse, accepte de vous parler, à vous deux, parfois après des années de silence ? Je pense que la colère finit par parler, en fait. On a des plaignantes qui attendent depuis plus de 10 ans maintenant un procès, qui voient que la machine judiciaire est grippée, qu'on n'a pas de perspective de procès, que ça n'avance pas, et qu'à un moment donné, la presse est vue comme un levier qu'on peut éventuellement actionner pour faire en sorte que les choses s'accélèrent. Et puis, je pense, se faire entendre simplement, faire entendre leur voix, parce que si elles ne le font pas, qui va le faire à leur place ? Ces femmes, elles parlent parce qu'il y a effectivement une colère énorme liée au temps de l'enquête qui est très très long, parce que le docteur Henrique, depuis le début, nie les faits. Et comme ça dure depuis très longtemps, il y a cette idée que le docteur Henrique, finalement, est innocent. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont cité le terme de double peine. Il y a cette peine d'avoir été agressée et cette peine de ne pas être crues par leur entourage, même parfois par des très très proches, des très intimes. Et comme la justice est tellement lente, ça accrédite la position de ceux qui ne les croient pas. Et aujourd'hui, voilà, ça a besoin de sortir. C'est une vraie colère et une vraie détresse des femmes qui veulent se faire entendre. J'ai une connaissance dont le père est gynécologue à Arras et qui m'a dit mais cette affaire elle est jamais sortie, elle sortira jamais parce qu'il s'est rien passé en fait, c'est pas possible, moi je le connais, je l'ai fréquenté, je l'ai vu en soirée, c'est impossible en fait. C'est quelque chose de totalement insupportable pour les plaignantes et c'est aussi un des ressorts qui explique finalement qu'elles nous sollicitent pour raconter leur histoire. Il m'a détruit cet homme. Ça fait 10 ans et ça fait 10 ans qu'il m'a détruit. Je ne pouvais plus mettre les pieds sur Arras et un jour j'ai appelé mon patron en disant je viendrai plus, j'ai tout lâché. Moi ça m'a bouleversé tout. Ça crée aussi des difficultés au sein du couple. Depuis ce temps-là il y a un fossé mais énorme avec mon mari sur ce sujet. J'ai perdu quand même la moitié de mon mari quoi. Les premiers temps, j'ai presque renié ma féminité. Moi qui suis coquette, je portais plus de jupe, je baissais la tête dans la rue. Je me sens hyper bête et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je ne vais pas montrer mon visage parce que je me sens super bête. Carrément. C'est ça. Moi, ça reste douloureux d'avoir entendu dire que forcément c'était moi qui fabulais. C'est plusieurs peines en même temps, quoi. Moi, pour ma part, en gynécologie ou pour quasiment tout, je ne veux pas que ce soit un homme. Pour ma fille, hors de question que ce soit un homme. J'ai arrêté d'être examinée, mais sans encore d'être suivie. J'ai eu un suivi aussi psychologique, parce que moi, je ne supportais plus dans le monde médical que ce soit un homme. Dans ce dossier, la défense parle de distorsion de la réalité, d'examen mal compris. Le mis en cause, Bernard Henrique, toujours présumé innocent puisqu'il n'y a pas eu de procès, s'est expliqué publiquement, notamment lors de l'émission 7 à 8 sur TF1, diffusée en octobre 2021. Alors, qu'est-ce qu'il met en avant de son côté ? Un des axes principaux de la défense de Franck Berton, qui nous avait évoqué durant l'instruction, c'est que son client, donc Bernard Henrique, a surtout péché par défaut d'explication. Et donc ça, c'est un des arguments principaux. C'est ce qu'il a expliqué notamment lors de l'émission 7 à 8. Il a aussi expliqué qu'il travaillait avec un matériel novateur, nouveau, une sonde qui vibrait, et que ces femmes ont pu prendre ces vibrations pour certains de ces mouvements. Il y a aussi, quand une des plaignantes parle de cunnilingus, pour dire les choses, lui explique que elles se sont trompées et que en fait c'était juste la noisette de gel qu'il avait appliqué à cette femme. Ces femmes aussi ont longuement expliqué que
elles avaient été pénétrées digitalement et parfois même sans gants. Lui, il le dénonce et il explique simplement qu'il travaillait avec des gants couleur chair. Voilà, donc ça fait partie des explications qu'il a livrées sur TF1. Des explications qui n'avaient pas été très bien perçues par ses pairs, qui avaient regretté qu'il s'exprime à la télé plutôt que face à eux. Oui, ces explications à TF1 ont eu plutôt un effet contre-productif et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi l'avocat a refusé de répondre à notre sollicitation. En tout cas, c'est ce qu'il m'a indiqué. Franck Berton m'a dit je ne donnerai pas d'interview dans cette affaire puisque son passage à TF1, ça s'était plutôt mal passé. Aujourd'hui, Bernard Henrique a un peu plus de 60 ans, il est placé sous contrôle judiciaire, mais est-ce que sa vie, à lui, a réellement changé depuis le début de cette procédure ? Alors, depuis le mois de mai 2025, oui, sa vie a changé puisqu'il ne peut plus pratiquer. Jusqu'à présent, il était sous contrôle judiciaire, il avait simplement l'interdiction d'exercer la gynécologie, mais pouvait continuer d'exercer l'endocrinologie, ce qui a d'ailleurs été très très mal vécu par les plaignantes en fait. Mais en tout cas, sa carrière de médecin s'est arrêtée le 1er mai 2025. Pour autant, est-ce que sa vie a changé ? C'est difficile de répondre à cette question parce que on vit pas avec lui. J'imagine qu'il doit vivre ça comme une épée de Damoclès quand même au-dessus de sa tête. Je me souviens que dans l'émission 7 à 8, son épouse parlait du fait qu'il vivait cette épreuve un peu comme un cancer. Ses enfants aussi, manifestement doivent vivre très mal la situation. Pour autant, son train de vie n'a pas trop changé. Je sais que certaines plaignantes s'offusquaient particulièrement du fait que lui continuait de vivre de sa vie, jouer au golf, on le voyait au restaurant à Arras. Il reste un notable d'Arras. Je pense qu'il reste un notable d'Arras, oui. Je l'ai dit en introduction, cette affaire a débuté il y a plus de 10 ans. 10 ans plus tard, où en est-on exactement sur le plan judiciaire et puis pourquoi ça dure depuis autant de temps ? L'information judiciaire est toujours en cours, c'est ce que nous a confirmé le procureur de la République de Béthune. La raison pour laquelle essentiellement ce dossier patine, c'est que déjà l'affaire elle est hors norme. Enfin, je veux dire, quand on a ne serait-ce que déjà une plaignante dans une affaire de viol, c'est déjà long. Alors il faut multiplier ça par 70, c'est ce que nous a rappelé le procureur de Béthune. Multiplier des confrontations par 70, ça prend un temps démesuré, à tel point en fait qu'il y a un juge placé qui a été dédié entièrement à cette affaire pendant 1 an, de 2023 à 2024, pour faire avancer le dossier justement et puis accélérer le rythme des confrontations, ce qui a été le cas. L'autre difficulté, au-delà de l'aspect hors norme, c'est aussi, il faut le dire, les stratégies de la défense. Bernard Henrique, c'est un spécialiste qui a également de l'argent, qui peut se payer des bons conseils et qui a comme avocat Franck Berton, c'est un ténor du barreau à Lille, très très connu, et qui exploite toutes les possibilités de pouvoir retarder l'échéance judiciaire par le biais de différents artifices qui sont de droit. En fait, il demande des confrontations, il en a tout à fait le droit, il demande des expertises, il conteste des expertises. Alors évidemment, ça peut ressembler à une bataille de tranchées comme ça, mais lui considère en fait que pour faire la vérité sur cette affaire, il faut se donner les moyens, et les moyens, c'est des actes d'investigation. Et ça prend du temps. Bernard Henrique a aussi été radié de l'Ordre des médecins au printemps 2025. Sous quels arguments et puis pourquoi ça n'a eu aucune incidence sur la justice ? C'est une situation assez inédite, en effet. On a un médecin qui a été radié de l'Ordre des médecins, donc, et de l'autre côté, qui reste présumé innocent, en fait. Sur quoi s'appuie l'Ordre des médecins pour le radier ? Il y a les témoignages donc, de 6 plaignantes qui ont été reçues et puis qui ont été confrontées à l'avis et aux expertises d'autres gynécologues qui ont conclu au fait que les examens étaient déjà anormalement longs. On parle d'examens de 45 minutes, allant jusqu'à faire jouir certaines patientes sur le siège de gynécologie. Donc on parle d'examens anormalement longs, de pénétration sans aucune justification, d'examens inadaptés. L'Ordre des médecins s'est appuyé essentiellement là-dessus. Et puis aussi sur la position qui était la sienne de sachant, de médecin, qui lui a permis en fait finalement d'abuser de la vulnérabilité. Ça fait partie de la prévention en fait qui a été retenue par le juge d'instruction à l'ouverture de l'information judiciaire. On a viol et agression sexuelle, mais aussi par personne ayant autorité en fait. Et ça sous-tend la décision aussi de l'Ordre des médecins qui parle de dérives déontologiques graves.
Et alors, l'un des avocats que nous avons rencontré, Antoine Va, qui défend 14 femmes, souligne bien que cette décision de l'Ordre des médecins n'est pas anodine et est déjà très importante pour les femmes. Il dit que voilà, c'est déjà une décision qui, en attendant celle de la justice, leur permet d'être reconnues en tant que victimes. Parce qu'il le dit effectivement que c'est rarissime que l'Ordre des médecins prenne une telle décision de mettre fin à la carrière d'un de ses praticiens. Toi Samuel, tu suis cette affaire depuis le début. Comment on s'organise concrètement pour ne pas perdre le fil d'un dossier aussi tentaculaire ? Moi, je me fixe en fait pour objectif chaque année de faire un point sur ce dossier parce qu'il y a eu évidemment la période de révélation des faits, mais après il fallait suivre en fait les faits. Et donc je me mettais une petite alerte dans mon agenda comme ça tous les ans. Pendant 10 ans, concrètement, à l'automne, je relançais les avocats dans ce dossier pour savoir où ça en était. Je sollicitais également les plaignantes pour savoir si elles avaient des nouvelles de leur côté aussi. Et donc, voilà comment on essaye de ne pas perdre le fil. Ça fait partie du métier de journaliste. On a des enquêtes comme ça qu'on suit depuis des années, qu'on essaye parfois de remettre en perspective, auxquelles on pense régulièrement, qu'on relance. Et voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'un procès pourra réellement avoir lieu un jour ? J'imagine mal comment il ne pourrait pas n'y avoir de procès. Dans cette affaire, on a quand même plus de 70 plaignantes. On a un dossier avec entre 15 et 20 hommes. Il y a plus de 4000 cotes. C'est ce que m'a dit le procureur de la République. Voilà, vu l'abondance du dossier, ce qui est reproché, il y a un moment, il va falloir qu'on se penche vraiment sur le dossier et puis qu'on explore exactement les arguments des uns et des autres et puis qu'on entende tout ce qui a pu être recueilli dans cette affaire. Alors, il y a une incertitude malgré tout. C'est que le docteur Henrique a aujourd'hui plus d'une 60aine d'années. On n'est pas non plus à l'abri d'un accident de la vie et c'est ce que redoutent certaines plaignantes, c'est que on a attendu déjà longtemps avant de radier ce médecin. Combien d'années en plus il va falloir attendre pour avoir un procès Certaines plaignantes s'interrogent même sur la possibilité qu'il puisse y avoir un procès. Moi je pense aujourd'hui qu'il va y avoir un procès. Maintenant, vous dire quand, j'en suis dans l'incapacité totale. Les plaignantes, elles y croient ? Oui et non. Certaines nous disent de plus y croire du tout parce que ça fait trop longtemps et puis quel sens aurait une peine plus de 10 ans après, et puis d'autres en fait y croient, mais y croient vraiment très très fort et elles en ont besoin, c'est un besoin qui est viscéral qu'on sent en elles parce qu'elles en ont besoin pour tourner la page et donc oui, certaines y croient vraiment fort. Je dirais même que celles qui affirment ne pas y croire, je pense qu'elles se disent ça, mais pour se protéger, c'est de toute façon, ça n'arrivera jamais, mais en fait, elles y croient secrètement en elles, et elles veulent qu'il y ait un procès, et je pense qu'elles l'attendent vraiment avec impatience. Un grand merci à vous deux pour vos éclairages sur ce dossier hors norme. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette enquête sur notre site internet, ainsi que notre vidéo des témoignages poignants des plaignantes. C'est la fin de Hors Texte, on se retrouve après les vacances scolaires et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter nos anciens épisodes et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Hors Texte, c'est le podcast d'actualité de La Voix du Nord à retrouver tous les jeudis.